En ce moment, au Real, on voit un joueur vraiment briller de mille feux, l'anglais qui est arrivé en provenance du BVB, Jude Bellingham. Son adaptation express est absolument énorme, même assez unique. Il a mis à l'heure où je tourne 13 buts pour ses 13 premiers matchs. Seul Cristiano Ronaldo et Di Stefano ont fait la même chose. Cependant, arrivé au Real de Madrid, de manière générale, on a vu des joueurs comme Benzema, Modric, Vinicius ou encore Toni Kroos avoir du mal au début avant de briller et d'autres qui n'ont absolument pas réussi dans un contexte trop lourd et une pression trop importante pour eux, ce qui va donner de véritables flops. On va en évoquer 20 dans cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, ça apporte beaucoup de force, merci à vous, et c'est parti, on va donc rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par un des pires transferts de l'histoire du foot, franchement je pèse mes mots mais ça me fait très mal de le dire, c'est celui d'Eden Hazard au Real. Tant de regrets le concernant parce que c'est un joueur que j'aimais vraiment énormément au LOSC, il était monstrueux, à Chelsea il était incroyable avec la sélection belge également, il a vraiment fait des super prouesses mais malheureusement au Real Madrid, ça a été catastrophique en fait tout simplement. Il y a pas mal d'explications à ça quand même, on va essayer d'être assez raisonnable et c'est le but de la vidéo, on va essayer de donner des explications. Il arrive au Real lors de l'été 2019 pour la coquette somme de 115 millions d'euros, rien que ça. Alors aujourd'hui 115 millions ça peut paraître presque peu quand on voit le prix de certains transferts, notamment par exemple Moïse Caicedo. Surtout quand on parle d'un joueur du standing d'Eden Hazard, sauf qu'en 2019, même si on avait déjà vu les transferts à l'époque par exemple de l'Atlético de Joao Félix, ou d'Ousmane Dembélé et Coutinho Barça, la somme pouvait surprendre, surtout au vu de l'âge d'Hazard, qui avait déjà 28 ans, et surtout, il était qu'à 1 an de la fin de son contrat. Hazard a passé 7 ans à Chelsea où il a été phénoménal sous n'importe quel entraîneur, que ce soit Mourinho, Conte, également Maurizio Sarri, pour ne citer que. Et quand on le voit arriver au Real, qui était son rêve, il l'a toujours dit, on se dit qu'il peut écrire une très belle histoire dans le très grand livre des Merengues. Sauf que malheureusement, ça va être plus que compliqué. Dès sa première intersaison, il arrive en surpoids et ça fait déjà beaucoup de bruit et beaucoup de critiques dans les médias. Sauf qu'en fait, ce qu'il faut savoir avec Eden Hazard, c'est qu'il a toujours été en surpoids lors de la reprise. C'est un joueur qui a toujours bien profité des vacances et qui a su, après, pendant les périodes estivales, perdre le poids nécessaire. Comme nous le rappelle d'ailleurs dans la bonne vidéo du Club des 5 avec Yanis Salibur, Ludo Obraniak et également Dembaba. Je vous mettrai ça en description si ça vous intéresse, mais c'est sympa. De plus, Hazard a reçu énormément de coups durant son passage en première ligue. Son corps était plus que fragile et malheureusement, à force d'enchaîner énormément de matchs, son corps a lâché au pire des moments quand il est au Real. Et depuis sa dernière blessure importante, qui était contre le PSG où son compatriote Meunier l'a malheureusement blessé, en fait on a pu retrouver le bon Hazard parce que on lui a mis une plaque de fer dans le pied. Et forcément niveau sensation, pour un joueur aussi technique et autant sur les appuis d'Hazard, forcément ça pose des problèmes. Je sais pas si vous avez déjà essayé de jouer par exemple avec les chaussures de quelqu'un d'autre au foot, déjà c'est compliqué. Alors imaginez avec une plaque dans le pied, parce que c'est beaucoup plus important au niveau de la sensation, ça doit être absolument horrible. Vraiment dommage en tout cas, même s'il aurait pu prendre conscience peut-être que quand on vieillit et quand on arrive à la Casablanca, le degré d'exigence doit être beaucoup plus élevé, mais quand on est habitué à être ainsi en ayant un super niveau, c'est peut-être un peu difficile d'en prendre conscience. En tout cas, clairement un des pires transferts du Real, et un des plus grands regrets également me concernant. On va rester sur un attaquant qui est arrivé il y a quelques années et on va parler d'un attaquant serbe que j'appréciais beaucoup, qui a fait trembler les filets de Bundesliga à moult reprises. On va donc parler de Luka Jovic. Lui aussi il arrive le même été qu'Hazard pour un beau chèque également, un 63 millions d'euros, rien que ça, pour être la doublure de Karim Benzema ou en tout cas être en concurrence avec le 9. Sur le papier on se dit que c'est une super idée, il sort d'une excellente saison avec l'Eintracht Francfort, 48 matchs, 27 buts, dont 10 en Europa League, où l'Eintracht va faire un super parcours. Ils vont se faire éliminer au tir au but contre le Chelsea en demi-finale, futur vainqueur, le Chelsea où il y avait Eden Hazard d'ailleurs. Sauf que finalement, ça va être plus que compliqué pour le joueur serbe. Alors Benzema n'est jamais blessé dans cette période quasiment. Il est totalement essentiel et inamovible dans l'effectif. Et malheureusement, le peu de temps de jeu qu'il aura, il va pas forcément être au niveau et ça va vraiment poser problème. Et je pense que tout simplement, entre l'Eintracht, la Bundesliga et le Real Madrid, la marche était quand même vachement trop haute pour lui. Et je pense que malheureusement, il n'a pas su se mettre au niveau, notamment en termes d'exigence. Et puis quand on a une concurrence comme Karim Benzema, quand même c'est assez difficile d'avoir du temps de jeu. Sa première saison, c'est 27 matchs, mais en réalité c'est beaucoup moins car en fait il joue seulement 806 minutes. Donc ça fait un total de moins de 9 matchs pour 2 buts et 2 passes décisives. Et la saison suivante, c'est seulement 200 minutes en 6 mois. Et il va donc être prêté à l'Eintracht, son ancien club. 18 matchs pour 4 petits buts à l'Eintracht. Retour au Real ensuite pour la saison 2021-2022, celle où le 9 est stratosphérique, car il gagnera un ballon d'or grâce à cette saison. Donc vous imaginez bien qu'il n'a pas beaucoup bougé de l'effectif. Et donc seulement 549 minutes pour le Serbe, pour un but et 3 passes décisives. Il quitte librement le club madrilène après cette saison, où il ira en Italie, à la Fiorentina.
Même s'il a eu peu de temps de jeu, donc c'est peut-être difficile de montrer tout son talent, quand on voit la somme dépoursée pour le Serbe et qu'il n'y a aucune rentabilité car il part libre 3 ans après, c'est quand même un sacré gâchis et un sacré flop. Bon, on est obligé de parler de lui, même si quand il arrive, c'est plus qu'une arrivée improbable, qu'une véritable attente, mais je me voyais pas ne pas le mettre dans cette vidéo. Je peux comprendre si vous n'êtes pas d'accord là-dessus, mais ça me semble quand même assez logique de le mettre dedans. Mais on va parler de Julien Faubert. Julien Faubert qui arrive au Real, près d'1,5 million avec une option d'achat pour 6 mois. Il va jouer que 2 bouts de match, 52 minutes, la marche était vraiment beaucoup trop haute pour lui, même si on savait très bien que Faubert ne serait pas un titulaire indiscutable en arrivant. Il est recruté pour être milieu droit, d'ailleurs il n'est pas le premier choix, il faut le savoir, car le Real était sur le joueur de Wigan, un certain Antonio Valencia, qui rejoindra United l'été suivant et qui après deviendra latéral droit avec le temps. D'ailleurs, Julien Faubert, même lui, était vraiment surpris d'être appelé. Il y croyait absolument pas, hein. Il a reçu le coup de fil d'un émissaire du Real Madrid, et il a raccroché car il a cru que c'était une blague, et après il s'est rendu compte qu'il avait énormément d'appels en attente en message, donc il a su que c'était vrai, mais ça montre quand même toute la probabilité de ce transfert. En tout cas, Faubert raconte qu'il a vécu une expérience incroyable, ce que vous bien croire, même s'il y a une polémique un peu malheureuse où l'on voit Faubert avoir les yeux fermés pendant quelques secondes sur le banc. Les médias disaient qu'il dormait sur le banc et du coup qu'il s'en foutait un peu de ce qu'il se passait, alors que lui se défendra en disant qu'il était juste énervé et que il a fermé les yeux pour se concentrer, pour être énervé. Je sais pas si je l'ai bien limité, mais vous avez compris l'idée. On va parler d'un joueur pour qui j'ai également beaucoup de regrets, qui avait montré les choses vraiment plus qu'intéressantes dans son club, qui était également le Borussia Dortmund. On va parler de Nuri Sahin. Il arrive pour 10 millions d'euros lors de la saison 2011-2012, ce qui est une sacrée opération financière. C'est un milieu défensif qui a vraiment fait de sacrées saisons avec le BVB, et on se dit que le Real a flairé le bon coup. Mais malheureusement, dès le début de saison, il se fait un étirement du ligament du genou, et il va pas retrouver sa place après. La concurrence est plus que rude, et il avouera lui-même par la suite, il a pas forcément tout fait pour essayer d'intégrer le 11 titulaire, qu'il pensait que le talent suffisait, mais malheureusement non. Et malheureusement, en plus, on n'aura pu retrouver la meilleure version de Nuri Sahin tout au long de sa carrière. Juste après sa saison au Real, il est prêté à Liverpool, près de 5 millions qui va être cassé au bout de 5 mois, car ça se passe absolument pas bien non plus du côté de la Mercé. Le Real va donc le prêter à Dortmund pour 18 mois, avant que le club de la Ruhr l'achète définitivement. Vraiment un grand flop ce Nuri Sahin. On va faire un enchaînement là de joueurs néerlandais, et dedans il y a un sacré lot de bons joueurs, vous allez voir. Et le premier, c'est un joueur qu'on a évoqué il y a vraiment pas longtemps, où on avait parlé de sa super saison du côté de l'Inter, c'est Wesley Sneijder. Et malheureusement, Sneijder, ça a clairement pas été un succès. Il est resté 2 ans tout de même, de 2007 à 2009, mais ça a été vraiment compliqué sur le terrain, et la raison elle est assez simple, c'est que Sneijder a eu un penchant sur la vodka. Et ouais, tout simplement. Pourtant, des joueurs comme Van Nistelrooy et un autre joueur qui va être évoqué juste après lui ont dit de faire attention à ça, qu'il pouvait pas durer dans le foot et être compétitif à force de boire et de sortir. Mais passer de l'Ajax au Real, ça lui a clairement monté à la tête et ça a donné des problèmes sportifs. Heureusement, en 2009, il rejoint l'Inter et Mourinho et il va être totalement métamorphosé sur la saison qui arrive. Vraiment dommage en tout cas pour le passage de Wesley Sneijder du côté du Real, mais ce n'est pas le seul néerlandais qui aura du mal à la Maison Blanche. Deuxième néerlandais de cette liste, je porte le maillot aujourd'hui, c'est Arjen Robben. J'ai un maillot du Real, mais malheureusement je l'ai acheté il y a 10 ans et pour des raisons évidentes de tartiflette, je rentre peu dedans. Bref, Arjen Robben lui aussi arrive en 2007, mais lui en provenance de Chelsea pour 35 millions, rien que ça. Mais il est très fragile et malheureusement, première saison criblée par les blessures. Et la deuxième, il aura un peu plus de temps de jeu, et sa saison sera légèrement meilleure, mais pas au niveau du talent du bonhomme. Dommage pour le génie batave et son histoire du côté de la capitale espagnole. D'ailleurs, lui qui voulait continuer à essayer de s'imposer et rester, mais vu sa valeur marchande et les investissements faits pour Kaka, Benzema ou encore Cristiano Ronaldo, Robben va être forcé entre guillemets à partir, donc il va rejoindre le Bayern. Et heureusement pour lui, le destin fait bien les choses, car ça va plus que bien marcher. 10 ans de très haut niveau pour Robben au Bayern, puis il se vengera en 2014 contre l'Espagne en Coupe du Monde, où il aura fait l'amour sans préliminaire, il aura juste laissé le ticket. Le troisième et l'avant-dernier néerlandais de cette vidéo, c'est un attaquant, et c'est Klaas-Jan Huntelaar. Huntelaar, il arrive aussi en 2009, mais lui en janvier, donc 6 mois avant, pour remplacer un autre attaquant, néerlandais lui aussi, mais qui a dans son cas réussi à Madrid, Ruud van Nistelrooy. À cette époque, Huntelaar a 25 ans, il joue à l'Ajax, et on lui trouve beaucoup de qualités similaires au niveau du profil par rapport à l'ancien attaquant de Manchester United, qui est blessé depuis novembre et on pense que c'est la très bonne pioche pour le Real Madrid.
Sauf que quand ils le prennent, il souffre depuis plusieurs semaines d'un problème de cheville, donc durant le mois de janvier, il va vraiment très peu jouer, il va juste faire quelques entrées en jeu. En février, ça va aller beaucoup mieux, où il va planter but sur but jusqu'à la mi-mars, il va même mettre 8 buts en 5 matchs, hein, c'est quand même une sacrée perf. Sauf qu'après ça, plus rien du tout, plus un but. Et c'est même un jeune Argentin, un certain Gonzalo Higuaín, qui va prendre sa place en fin de parcours, qui sera d'abord plus que chaotique pour le Real, notamment la fameuse défaite 6-2 contre le Barça. Et dès le mois d'août, avec le retour de Van Nistelrooy et l'arrivée de Benzema, et en plus d'Higuaín et Raúl, Huntelaar est poussé vers la sortie et va partir pour l'AC Milan. Il va donc arriver en janvier pour 27 millions pour partir 7 mois après pour 15 millions. Ça ne peut être catégorisé que comme flop. Le dernier néerlandais, alors non, ce ne sera pas Ruud van Nistelrooy, hein, car lui était vraiment énorme. Ce ne sera pas Van der Vaart non plus, pour être honnête. Je crois que c'était pas incroyable, mais c'était quand même mieux que Schneider et Robben. N'hésitez pas à me dire en commentaire, mais plutôt des souvenirs corrects de lui au Real. Par contre, on va parler de ce bon vieux Royston Drenthe. Alors lui, il arrive en provenance de Feyenoord, où il avait montré vraiment de belles choses. D'ailleurs, pour les joueurs de PES 5 ou PES 6, on a tous eu Drenthe en Ligue des Masters. Et Drenthe, malheureusement, lui aussi, Madrid ne lui a pas réussi à cause de la vie nocturne, tout simplement. Il sortait beaucoup trop souvent et dans un club avec autant de pression et de compétitivité, ça n'aura jamais pris. D'ailleurs, petite info comme ça, pour le plaisir, la petite anecdote. Drenthe, c'est le neveu d'Edgar Davids et c'est le cousin de Wijnaldum. Eh ouais, rien que ça. Il est arrivé en 2007 lui aussi, hein, 1000 minutes la première saison, pareil la deuxième et la troisième, un peu moins de 500 minutes. Il sera prêté du côté de Hercules un an, puis un an à Everton avant de se retrouver sans club pendant 6 mois et signer en Russie. D'ailleurs, aujourd'hui, il joue encore car Drenthe n'a que 36 ans. Et il joue en Détroit néerlandaise après avoir vagondé un peu partout. Un peu le Xavier Gravelaine néerlandais, hein. Qu'est-ce que c'est que tous ces transferts? Bref, voilà pour Royston Drenthe. On va parler d'un latéral droit qui est arrivé en provenance de Porto pour 31 millions d'euros en 2015. C'est l'actuel défenseur de la Juve, Danilo. Lui, il est resté de 2015 à 2017 et ça n'a clairement pas été une réussite, même si la raison elle est toute simple, hein. Dani Carvajal. Tout simplement. Il est quasiment indéboulonnable à ce poste pendant cette période, et Danilo n'arrive pas à lui prendre sa place à la régulière. Et si je le mets dedans, c'est que quand il a eu du temps de jeu en 2 saisons, pas très loin de 5000 minutes quand même, hein, mais quand il a joué, il était clairement pas au niveau escompté. Peut-être trop de pression, encore une fois, le contexte très compliqué du Real. Heureusement, tout n'est pas perdu pour lui, hein. Il va rebondir du côté de City de 2017 à 2019, avant d'aller à la Juve, où Cancelo fera d'ailleurs le chemin inverse. Et il est aujourd'hui le capitaine de la vieille dame, où il joue désormais dans l'axe, ce qui correspond pas mal vu sa perte de vitesse avec les années. Alors on est d'accord, c'est pas le plus gros flop, en plus il est plutôt bien revendu, mais je pense qu'il a tout de même sa place car il y avait, comme je disais, beaucoup d'attentes autour de lui, et il n'a pas très bien répondu sur le terrain. On va rester parmi les Brésiliens pour qui il y avait de véritables attentes. On va être obligé d'en parler et je peux vous dire que ça me fait mal au cœur car j'ai adoré le joueur. Mais Kaka au Real, ah bah c'était un gros flop malheureusement. Il arrive l'année 2009 hein, et Pérez recrute en même temps Cristiano Ronaldo et Benzema. Kaka était le Ballon d'Or 2007, tout simplement stratosphérique du côté de Milan. Vraiment, c'était un joyau ce mec. Pour les plus jeunes, je vous invite à regarder le match, ou le résumé du match contre Manchester United à San Siro où les Lombards ils gagnent 3-0 en 2007 en demi-finale. Il était vraiment monstrueux, franchement, c'était... Ouais, il était trop fort. Donc il arrive au Real hein, pour 65 millions d'euros, ce qui était énorme à l'époque, et le prix semble justifié encore une fois vu tout le background du joueur. Mais malheureusement, il a eu beaucoup de blessures, une pubalgie qui n'arrivait pas à le soigner, et avec l'arrivée de Mourinho et également d'un autre maestro, un certain Mesut Ozil, bah ce fut très compliqué pour Kaka de se réintégrer l'effectif. D'ailleurs, lui a indiqué il y a peu dans une interview qu'il avait perdu le plaisir du football à Madrid. C'est un peu dur comme phrase, mais ça peut se comprendre pour un joueur passé du Ballon d'Or au banc du Real. Alors là, on va rentrer dans la crème de la crème des flops avec ce joueur. C'est l'anglais Jonathan Woodgate. Il arrive pour 18 millions d'euros en 2004 en provenance de la Première Ligue, plus précisément Newcastle, où il est resté une seule année. Avant, il avait fait aussi les beaux jours de Leeds, et le défenseur central, il jouera lors de la saison 2004-2005, 0 match, tout simplement. Dû à un problème à une cuisse qu'il n'arrive pas à soigner et qui l'empêche de jouer toute la saison. La saison d'après, donc la 2005-2006, il reste du côté de la Casablanca et il va être titulaire et jouer son premier match lors de la 4e journée de la Liga contre l'Athletic Club. Le Real va gagner 3-1, donc là vous allez me dire bah c'est bien, premier match, première victoire, bon ils ont pris un but, ça va le mettre en confiance quand même. Sauf que le but marqué par l'Athletic Club, eh ben, c'est Woodgate contre son camp. Et ça va pas s'arrêter là, car à la 66e, notre bon vieux Woodgate va en plus se faire expulser pour un deuxième jaune. Ah ça, comme début, il n'y a pas pire. Hein. Il va finalement jouer donc que 8 matchs, vu ses débuts chaotiques, et va être prêté ensuite à Middlesbrough,
1 an avant d'être acheté définitivement par le club anglais. D'ailleurs, pour le petit que sont-ils devenus, hein, il est encore là-bas en tant qu'adjoint. Il a fait sa carrière de joueur d'ailleurs là-bas en 2016, même si entre son arrivée en 2007 et sa retraite en 2016, le défenseur central a également joué à Stoke City et également à Tottenham. Mais aujourd'hui, il est de retour à Middlesbrough, où ils sont en deuxième division ou en troisième, je ne sais plus. Dites-moi en commentaire si vous avez la réponse. Mais en tout cas, il est adjoint là-bas. Dans les années 2000, Florentino Pérez construit ce qu'on appelle les Galactiques. Aujourd'hui, on appellerait peut-être ça les Avengers avec du recul. Bref, à l'époque, c'était les Galactiques. Et les super-héros sont Figo, Zizou, Beckham et Ronaldo. Et il manque un dernier joueur pour lui dans sa collection, c'est le Ballon d'Or 2001. Oui, le vrai Ballon d'Or 2001 est au club, on est d'accord, c'est Raoul, on en a parlé il y a pas longtemps. Je plaisante bien sûr. Mais le Ballon d'Or 2001, c'est Michael Owen, qui vient compléter une attaque complètement folle, même si Ronaldo avait déjà connu quelques blessures. Donc potentiellement, il aurait pu remplacer Ronaldo. Donc il arrive en 2004 et il met 13 buts en Liga, ce qui est statistiquement pas mal, même si pour un joueur comme Owen, qui a été Ballon d'Or il y a 3 ans, peut-être s'attendre à un peu plus de buts, quoi. Mais on sent un Owen qui joue pas et qui brille pas comme il l'a fait chez les Reds. D'ailleurs, lui-même a expliqué par la suite que jouer avec Zidane et avec Ronaldo, s'entraîner avec eux, en fait, ça l'avait complètement perturbé et qu'il avait tendance à vouloir faire comme eux et de ce fait un peu surjouer. Et l'été d'après, le Real semble pas satisfait car ils vont recruter Julio Batista et Robinho pour l'attaque. Donc Owen, qui a une situation familiale compliquée car sa femme a le mal du pays, va décider de retourner au pays et va signer à Newcastle. Pour un ballon d'or 3 ans auparavant et dans une équipe de stars, on pouvait tout de même s'attendre à beaucoup mieux et c'est pourquoi il est dans cette vidéo. En 2004, le Real n'achète pas Cohen, ils vont aussi acheter un défenseur central car ils sont à la recherche d'un patron défensivement. Ils vont se pencher sur le championnat italien et il y a un Argentin vraiment très costaud qui fait les beaux jours de la Roma et qui va être recruté pour 25 millions d'euros, c'est Walter Samuel. Et la première saison de Walter Samuel, ça va être la seule déjà, donc ça vous indique un peu la trace qu'il a laissée chez les Merengues, mais c'est assez surprenant comment Samuel n'a pas été bon dans cette équipe. Et c'est surtout fou quand on voit qu'il retourne en Italie, plus précisément du côté de l'Inter, et il va être très bon également, même excellent, où il fera les beaux jours de l'Italie de 2005 à 2014. Fabio Capello, qui était son entraîneur à la Roma, donc avant la période du Real, et qui avait été également entraîneur du Real avant et après, avance l'idée que le Real était arrivé trop tôt dans la carrière de l'Argentin, et qu'il n'était peut-être pas encore prêt à toute l'exigence et au contexte madrilène. Ça semble être effectivement un bon point. On va désormais parler d'un Français, un titulaire dans notre chère équipe de France, un joueur qui est un des meilleurs à son poste désormais, même si à l'heure où je tourne la vidéo, c'est assez compliqué pour lui en ce moment, mais des périodes de moins bien, ça peut arriver. Je vais te parler de Théo Hernandez. Formé à l'Atlético, il va briller du côté d'Alaves où il va être prêté par les Colchoneros lors de la saison 2016-2017. Et le Real Madrid, qui cherche une doublure à Marcelo, qui commence un peu à vieillir, même s'il est toujours excellent, va donc recruter Théo Hernandez pour 24 millions d'euros. Mais il n'aura jamais le niveau escompté, il aura tout de même un peu de temps de jeu, mais c'était quand même très compliqué pour lui. On le sent surtout bridé. D'ailleurs, lui dira par la suite aussi qu'il n'avait pas la confiance et que c'est à Milan, en ayant échangé avec Maldini et surtout avec Pioli, qu'il a pris beaucoup confiance et qu'il a ce jeu beaucoup plus débridé. Comme quoi, je vous le dis, le contexte a vraiment une véritable importance pour les joueurs. C'est pas que du blabla, c'est qu'il suffit de rencontrer les bons hommes au bon moment pour avoir la meilleure forme possible. D'ailleurs, entre deux, il avait été prêté à la Real, où ça s'est très bien passé, mais au Real, ça a tout de même été plus que compliqué. Et vu qu'on vient juste de parler de la Real, justement, on va enchaîner sur un joueur qui arrive en provenance de ce club, et on va parler d'un milieu défensif, Asier Ilarramendi. Et lui, le problème, ça a également été le contexte, le mal du pays, le transfert était vraiment beaucoup trop lourd pour lui. Il s'est blessé dès le début, justement, parce que il avait été trop stressé, des blessures de stress. Et on n'a jamais vu le niveau escompté concernant le milieu défensif central, très fébrile, alors que c'était un milieu défensif très solide chez les Basques. Là, on sentait qu'il avait peur, qu'être le prochain Xabi Alonso était une casquette bien trop lourde pour lui, et il restera que 2 ans. Alors, si on regarde le nombre de matchs, on se dit qu'il a beaucoup joué, mais si on regarde le nombre de minutes, c'était pas vraiment ça. Dommage car quand il est arrivé, je me souviens, on se disait que c'était une super idée. Un profil qui pouvait ressembler un peu à Xabi Alonso, d'ailleurs je pense que la comparaison lui a un peu joué des tours. Parce que dans la capacité tout de même de passe, Xabi Alonso c'est quand même du très haut niveau, enfin même de manière générale. Mais là l'écart a été trop important, surtout par rapport à ce qu'il a montré au Real. Franchement dommage. On va parler maintenant d'un sacré personnage, un joueur italien qui a tout de même une carrière honorable, mais qui est connu pour ses excès. C'est Antonio Cassano. Et quand on a le train de vie de Cassano et son hygiène de vie, c'est pas possible de briller au Real, c'est quand même très compliqué. Je vous laisse avec cette petite anecdote d'Antonio Cassano.
À Madrid, j'avais un ami qui était serveur dans un hôtel. Son travail consistait à m'apporter 3 ou 4 pâtisseries après avoir fait l'amour. Il montait les pâtisseries dans les escaliers, j'escortais la femme jusqu'à lui et nous faisions un échange. Il prenait la fille et je prenais les pâtisseries. Sexe et nourriture, une nuit parfaite. À Cassano, il aimait bien les bonnes choses, hein. Lui, il profitait de la vie, c'est clair. C'est peut-être un peu trop, et c'est peut-être le problème, mais... En tout cas, cette anecdote est assez marrante, je trouve. Depuis, ça se passe vraiment très mal avec Capello, l'entraîneur, car le Cassano Della De Derive, c'était un personnage qui n'écoutait pas ce qu'on lui disait, qui avait un peu le melon, on va pas se mentir. Donc seulement 29 matchs, 4 buts, notamment quelques matchs où il a été performant, mais il a été de nouveau mis à l'écart par la suite. Il sera prêté à la Sampdoria avant d'y signer définitivement. Bref, je vous conseille la vidéo qui date un peu d'Alex sur Cassano, qui était vraiment très intéressante. On va parler d'un bon boucher comme on les aime, ou pas d'ailleurs, le Danois Thomas Gravesen. Il est censé être là pour remplacer un joueur qui a laissé un gros vide, Claude Makelele, et au début ça va être assez compliqué, sauf que le nouvel entraîneur, Juan Ramon López Caro, va mettre en place un 4-1-4-1 et le Danois deviendra donc l'homme de base du dispositif du nouvel entraîneur. Il va donc jouer pas mal de matchs, 49 au total sur la saison, et l'année d'après, Capello arrive et quelques semaines après, il va le pousser vers la sortie. Alors vous allez me dire, c'est bizarre quand même d'être titulaire aux 49 matchs et d'être poussé vers la sortie, même si bon, ça arrive, hein. On a vu avec Verratti par exemple, avec Lucien Riquet, quand il est arrivé, il a dit tu peux pas jouer sous moi. Mais là, la raison, elle est un peu différente, c'est qu'en fait, il s'est battu avec Robinho à l'entraînement, tout simplement. Donc il partira au Celtic. Et si je le mets là, c'est pas pour ses 49 matchs, hein, pour une saison, ce qui est plutôt une belle perf, c'est que j'ai jamais été le plus grand fan de Gravesen, que je trouvais vraiment très limité tout de même techniquement. Je trouvais que ça collait absolument pas en fait avec l'image du Real des Galactiques. Lui, il avait rien de rayonnant pour le coup. Il était fait pour faire le sale boulot dans l'ombre. Alors il en faut, hein, des joueurs comme ça, et il y a des joueurs qui sont comme ça et qui sont plutôt intéressants à avoir joué. Mais lui, ça n'a vraiment pas été une réussite, même s'il a eu tout de même, comme je le disais, pas mal de temps de jeu. Mais la bagarre pour se faire virer, franchement, ça peut que le faire rentrer dans les flops. On va parler maintenant d'un attaquant qui est un attaquant qui est passé par le Barça auparavant, où il a plutôt écrit une belle histoire. Mais au Real, ça a été bien plus que compliqué, c'est Javier Sagnola. Attaquant vraiment de très bonne facture, crack du côté de River Plate, hein, qui attire le Barça en 2001, qui va le recruter, où il va faire des choses plus que correctes, mais pas suffisantes au goût des Catalans, car ils vont miser sur d'autres attaquants, notamment Samuel Eto'o. Et il va donc être prêté dans un premier temps à Monaco, où il a plutôt été bon, puis ensuite à Séville, où il va plutôt briller. Ce qui va donner l'idée au Real de le recruter. Sauf qu'il est barré et aura très peu de temps de jeu en arrivant en 2007, car il y a Ruud van Nistelrooy qui excelle et qui plante pion sur pion. Mais Saviola veut continuer à se battre, mais en janvier malheureusement, lors d'un huitième de finale de Coupe du Roi, il se blesse, ce qui va le faire s'éloigner des terrains. Et il ne s'imposera jamais malgré deux entraîneurs différents, Bernd Schuster et Juan de Ramos. Il va quitter la région de Madrid pour aller en direction de Benfica où ça se passera mieux pour lui en 2009. Bilan 2 ans, 31 matchs, mais seulement 1125 minutes, 5 petits buts et une passe D, bien trop faible pour un joueur du talent de Saviola. Avant-dernier joueur de la vidéo, et on va parler d'un Brésilien, on va parler d'Emerson, le milieu défensif. Lui, il a fait les beaux jours de la Roma dans les années 2000 sous les ordres de Capello, puis également à la Juve sous les ordres de Capello. Donc quand Capello arrive en 2006 au Real, vous doutez qui est dans la liste de l'entraîneur italien? Bah ce bon vieux Emerson. Sauf que son style ne va absolument pas plaire aux supporters du Real qui vont le conspuer. D'ailleurs, même Capello va décider de ne plus faire jouer à domicile à Bernabéu, je trouve ça complètement fou. Une saison assez complète en termes de temps de jeu, hein, car Capello l'adore, donc forcément il va jouer. 2600 minutes quand même, c'est pas trop mal. Mais le niveau escompté n'est absolument pas atteint et il va partir au bout d'un an du côté de l'AC Milan, où ça se passera de mémoire pas forcément beaucoup mieux. Comme quoi, encore une fois, hein, le contexte Real Madrid, c'est vraiment pas simple pour beaucoup de joueurs. On va finir par un Français, par un attaquant qui aura divisé l'opinion publique. Alors non, pas Benzema, vous vous en doutez, mais Nicolas Nelka. Lui, on va remonter un peu, donc il arrive en 1999 du côté de Madrid comme un crack après de belles saisons du côté d'Arsenal. Sauf que malheureusement, il n'aura pas le temps de jouer escompté, ce qui va irriter Anelka. On le connaît très bien, Nicolas Anelka. Donc il demande des explications en mars 2000 en demandant pourquoi il ne joue pas. Il se fait un peu envoyer balader par ses dirigeants en lui disant d'aller s'entraîner. Et Nicolas Anelka, il va simplement se barrer et ne pas aller s'entraîner. Il va donc être suspendu par le Real 45 jours, où il va en profiter pour rentrer en France, hein, chez lui, à Trappes. Et il revient donc mi-avril, il va présenter des excuses en espagnol et être un joueur important lors de la fin de saison du Real. Sauf que le PSG va dépenser un vrai billet pour le rapatrier pour pouvoir jouer la Ligue des Champions. J'espère que la vidéo vous aura plu. Écoutez, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Si jamais vous avez des joueurs en tête qui vous viennent,
et qui sont pas dans la vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Parce que j'en ai choisi 20, donc forcément, ils ont pas tous. Hein. Donc, n'hésitez pas à me dire. Je sais, par exemple, j'ai pas mis Pedro Leon, qui était dans ma liste, mais ça faisait 21, donc c'était un peu bête. Donc, j'ai décidé de l'écarter. Pourtant, c'était un beau flop. Mais voilà, je pense que j'ai préféré l'écarter. J'ai pensé à Rames, mais parce qu'en fait, en faisant des recherches, j'ai vu beaucoup de gens qui disaient que Rames était un flop. Moi, je le vois pas comme un flop. Donc, je veux bien votre avis sur Rames, parce que sa première saison, pour moi, elle était vraiment excellente. Après, c'est vrai que Zidane ne lui a pas fait confiance. Et il s'est retrouvé quand même pas mal sur le banc. Ensuite, il a été prêté au Bayern. Mais j'ai pas Rames comme un flop, après, vu le montant du transfert. Enfin bref. Je veux bien votre avis, donc n'hésitez pas. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. C'est très très important pour le référencement et pour le soutien. On a dépassé les 13 000 abonnés, donc merci beaucoup. La prochaine vidéo, elle sortira pas tout de suite, parce que c'est une grosse vidéo qui va me demander beaucoup de travail. J'espère sincèrement qu'elle vous plaira. On parlera d'un ancien club de Ligue 1. Donc voilà, je vous laisse avec ce petit indice. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction. Alors, vous regardez la vidéo, prenez soin de vous. Tchuss!